Bonsoir, bienvenue à chacune et chacun. Je m'appelle Muriel Tramis et je suis ingénieure en informatique, ou ingénieuse si vous préférez. Et je suis au seuil de ma 4e vie professionnelle. La 2e vie professionnelle, je l'ai vécue au sein du studio Cocktail Vision, et où j'ai créé plusieurs titres que vous connaissez peut-être. Je vais vous en citer quelques-uns. La Bosse des Maths, Mes Willow, Freedom, Adi, Adibou, Les Goblins, 1, 2, 3, Geisha, Fascination, Emmanuel, Woodruff et le Schnibbel d'Azimut, Lost in Time, Urban Runner, avec une préférence marquée pour le point and click. Je vais tenter de vous exposer pourquoi je suis tombée dans le jeu vidéo, comment je suis tombée dans le jeu vidéo et pourquoi j'ai privilégié son rôle pédagogique et culturel à travers mon itinéraire, de façon chronologique. Je suis née à 8000 km d'ici, dans ce confetti d'île qu'on appelle la Martinique. Martinique, c'est tout petit, 1000 km² à peine. Vous faites 3 pas, vous tombez dans la mer. C'est peut-être ce qui nous donne, nous, insulaires, l'envie de découvrir le monde très tôt. Quand les esprits de mes ancêtres se sont penchés sur mon berceau, ils m'ont insufflé une qualité qui ne m'a jamais quittée, la curiosité. Et aussi une passion pour les jeux de toutes sortes. Les jeux de cartes, les jeux de dés, les jeux avec des pions, les jeux sur plateau, les jeux classiques, Monopoly, Cluedo, tout ce que vous connaissez. Moins classique, le jeu de Gaulle, la Wallet, qui est un jeu africain. Si vous ne connaissez pas, allez voir, il est très bien. Et quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais petite, je disais que je voulais être chercheuse. Et je rectifiais tout de suite, je disais non, trouveuse. Je ne sais pas si vous connaissez le mot qu'on attribue, le bon mot qu'on attribue au général de Gaulle qui dit qu'un chercheur qui cherche, ça se trouve, mais un chercheur qui trouve, ça se cherche. Et moi, je voulais trouver, effectivement, je voulais trouver des solutions. Il y a une expression en Martinique qui revient souvent, c'est « pas ni problème » en créole, qui veut dire « il n'y a pas de problème ». En effet, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'ai une autre devise, ceci dit, qui n'a rien à voir. Je résiste à tout sauf à la tentation. Donc, ma scolarité s'est déroulée à peu près sans encombre. J'étais une bonne élève, aussi bonne dans les matières littéraires que les matières scientifiques. D'ailleurs, je me souviens de ma première nouvelle, je l'ai écrite à l'âge de 14-15 ans, à la suite d'un épisode houleux qui a eu lieu en classe de seconde. On avait un professeur handicapé, professeur d'anglais, qui n'arrivait pas à instaurer l'autorité dans sa classe et qu'on chahutait en permanence, on lui cachait son sac. Et on a été vraiment très cruel, à tel point qu'il n'a pas tenu plus de mois, enfin c'était une femme, et elle a démissionné. C'est à ce moment-là que j'ai perçu combien on avait été cruel au point donc de faire fuir un professeur. Et j'ai écrit cette nouvelle, qui est le premier chapitre du premier roman que j'ai édité il n'y a pas très longtemps, en 2011, qui s'appelle « Au cœur du Giraumont », qui est basé sur un proverbe créole qui dit que le couteau seul sait ce qui se passe au cœur du Giraumont. Autrement dit, il faut aller au fond des choses, donc souffrir. Il faut souffrir pour aller au fond des choses. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que très tôt, j'ai eu envie d'écrire des histoires. Ça va compter pour la suite. Donc, comme j'étais aussi bonne dans les matières scientifiques que les matières littéraires, j'ai été aiguillée automatiquement vers un baccalauréat scientifique, bac C à l'époque. Et à partir de la classe de seconde, j'ai toujours été en minorité dans un environnement masculin, essentiellement masculin. Ce qui n'était pas fait pour me déplaire, parce que c'est non seulement stimulant pour les neurones, mais aussi pour la libido. Et mais grâce à mes professeurs de maths et de physique en terminale, qui m'ont persuadée d'aborder une carrière d'ingénieur, d'aller dans une grande école parisienne, donc j'ai
poursuivi des études supérieures. Alors, à cette époque-là, à cet âge-là, on ne sait pas hein, ce qu'on veut faire. Et j'ai eu la chance d'avoir été aiguillée comme il fallait, donc vers cette école. Donc pour moi, ça a été un changement radical, passer des tropiques à un pays tempéré, connaître l'hiver que je ne connaissais pas, un environnement tout à fait différent, mais c'était très excitant parce que c'était nouveau et porteur donc d'innovation en tout cas. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais j'y allais franco. Donc, une école d'ingénieurs, l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris. J'ai été donc plongée dans tout un tas de matières en HIC, mécanique, physique, automatique, électronique. Et on était femmes, 20% à peu près, donc on était 7 dans une promo de 70 élèves à peu près. Et enfin 10% plutôt. Ce taux n'a pas varié d'ailleurs, ou très peu, aujourd'hui. Aujourd'hui, il me semble qu'on est à 20% à peu près de femmes dans les écoles techniques. Sauf en chimie. En chimie, il y a à peu près 50-50. C'est un peu normal, la chimie, c'est de la cuisine. Donc bon, on retrouve plus de femmes. Et donc, mon diplôme en poche, diplôme d'ingénieur en poche, fraîchement sorti de l'école. Le marché du travail n'était pas celui qu'on a aujourd'hui. Donc, il y avait plus de propositions, plus d'offres que de demandes. Et on se permettait de choisir. D'ailleurs, j'ai choisi mon employeur en fonction de la distance de chez moi. Donc, pas plus de 20 minutes de trajet, ça me suffisait. Et à cette époque, on embauchait beaucoup dans les grandes sociétés comme Thomson, Matra, l'aérospatiale. Les jeunes ingénieurs dans Londres qui sortaient fraîchement diplômés étaient récupérés et carrière toute tracée dans l'industrie, dans l'armement d'ailleurs. J'ai donc passé 5 ans à l'aérospatiale dans un département qui s'occupait de missiles et plus précisément, je travaillais sur les programmes de contrôle des drones militaires qui étaient utilisés pour les tirs de missiles. Alors j'avais deux types de travaux. J'avais mes programmes que je compilais à Châtillon-sous-Bagneux, à Paris. Et après, je devais former le personnel militaire à l'usage de ces programmes sur les champs de tir. Donc, en l'occurrence, à Biscarrosse, vous connaissez peut-être, c'est là que les missiles sont tirés vers l'Atlantique. Et je me souviens de mon arrivée dans l'atelier des militaires, donc toute jeune diplômée, toute jeune ingénieure, femme, dans un milieu chargé de testostérone, comme vous pouvez l'imaginer. D'ailleurs, j'avais une toute petite boquette au milieu d'un atelier, et sur les murs étaient placardés des calendriers avec des femmes dans des tenues un peu lestes, évidemment, vous connaissez ça. Et moi, ça m'irritait. C'est là que je me suis découvert un tempérament de féministe. Et comment réagir à ça sans agressivité? Ben, j'ai trouvé la solution dans ma petite boquette au milieu de l'atelier qui avait des murs transparents, enfin des parois vitrées. J'ai placardé des photos d'hommes non moins dénudés, à la virilité plutôt offerte. Et comme par hasard, les calendriers féminins ont disparu des murs de l'atelier, remplacés par des calendriers de chatons. Bon. C'était ma première petite victoire féministe. Et faut dire que je militais en fait au sein de l'Association française des femmes ingénieures dans les collèges pour inciter les jeunes femmes à choisir des carrières scientifiques et techniques. Parce qu'on s'était rendu compte que au cours de la scolarité, les filles étaient, par exemple, dans le système français, les maths on sélectionne par les maths. C'est-à-dire que soit vous êtes bon en maths et vous allez vers les grandes écoles, soit vous n'êtes pas bon en maths et vous faites tout le reste. Voilà. Donc, il se trouvait que les filles étaient très bonnes en maths et meilleures que les garçons en 6e, 5e, 4e. Par contre, en 3e, l'année de l'orientation, il y avait une perte de confiance, sans doute, ou alors c'est la pesanteur sociologique. Elles devenaient moins bonnes et on les poussait à choisir des carrières pas trop risquées. Donc, pas du tout de carrière scientifique. Voilà pourquoi il y avait cet entonnoir qui faisait que dans les écoles, et encore aujourd'hui,
le combat reste à mener. Les femmes sont en minorité dans ce monde essentiellement masculin, et d'ailleurs, ici aussi, dans le monde du jeu vidéo. Et donc, au bout de 5 ans d'aérospatiale, j'ai eu un peu des états d'âme. Je me suis rendu compte que, je vérifie le chrono, c'est bon, que ma créativité, celle que je sentais bouillonner en moi, n'allait pas pouvoir s'exprimer dans cet environnement pas du tout épanouissant. Je n'aimais pas du tout la mentalité des marchands d'armes. Voilà. Cette condescendance envers certaines populations, tout ça, ça commençait à me peser. Alors j'ai fait quelque chose qui serait difficile à faire aujourd'hui. J'ai donné ma démission sans trop savoir où j'allais, mais je savais que j'y allais. Donc, bon, on a essayé de me retenir, on m'a offert un poste de direction, etc. Mais non, je ne me voyais pas faire carrière dans l'industrie, dans les systèmes d'armes. Donc, j'ai recherché un stage, j'ai cherché à me former autrement. Et j'ai trouvé un stage de marketing. Parce que je voulais découvrir d'autres aspects de l'entreprise que la technique pure. Je me suis formée en marketing et j'ai découvert que l'image servait à influencer les consommateurs, notamment. Donc, c'était l'époque de la très grande créativité française dans la publicité. Jacques Séguéla, cette excellente émission qu'on appelle Culture Pub, je ne sais pas si vous la connaissez. Il y avait des journaux comme Stratégie. On avait découvert les sociostyles, c'est-à-dire qu'en fonction de votre catégorie socio-professionnelle, on pouvait décider de ce que vous lisiez, ce que vous mangez, comment vous habillez, quelles sont vos habitudes de loisirs, de voyage, et on concoctait les messages en fonction de ces styles. Donc tout ça m'a énormément intéressée, et à la faveur d'un stage de fin de formation, hasard ou coïncidence, j'ai rencontré Cocktail Vision. Mais il est vrai que je parlais toujours autour de moi de jeux. Étant donné que j'avais fait la connexion, mon amour pour les jeux et mon métier, l'informatique, ça donnait jeux vidéo auxquels je commençais à m'intéresser. Donc, je parlais de ça à mes collègues et on m'a dit, tu devrais aller voir Cocktail Vision, c'est une start-up, on n'utilisait pas le mot de start-up à l'époque, qui vient de commencer à faire de l'édition de logiciels. Et en effet, Cocktail Vision démarrait, avait 1 an tout juste, et commençait à faire des logiciels éducatifs. Alors, le marché de l'éducatif, à l'époque, était tenu par les éditeurs de livres, par exemple Nathan. Alors, ils faisaient de très beaux produits, très beaux livres, et des très beaux livres transposés dans le numérique, mais uniquement transposés, c'est-à-dire qu'ils ne tiraient pas parti de l'interactivité. Donc, c'était rébarbatif, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a connu par la suite. Donc, Cocktail Vision essayait de donner une autre image du logiciel éducatif en impulsant de l'animation, beaucoup plus d'animation, et surtout un scénario. Alors, il y avait une gamme de logiciels d'anglais qui marchait très fort, Balade au pays de Big Ben et tout ça. Et moi, j'ai proposé à Roland Oskian, le PDG de l'époque, de travailler sur les maths. Alors, pourquoi les maths? Justement parce que c'était cette matière sélective que je voulais dédramatiser un peu. Donc, j'ai créé une gamme qui s'appelle La Bosse des maths, pour les collégiens, 6e, 5e, 4e et 3e. Alors, un scénario un peu ludique, c'était l'histoire de Joe le dromadaire, qui est Joe le taxi, certainement influencé par la chanson de Vanessa Paradis, qui avait perdu sa bosse des maths. Alors, bien sûr, il s'était fait virer du club des big boss, et il était tout honteux, il avait perdu tous ses amis, et il devait on devait l'aider à retrouver sa bosse. Et bien sûr, en faisant des exercices de mathématiques. Alors, il y avait chaque domaine des mathématiques était représenté par un animal. Il y avait Greenpeace, la baleine à bosse, qui représentait la géométrie. Il y avait le matheux-matheux, il y avait Sylvester Carton, le pigeon bosseur. Enfin, donc, pour une fois, on traitait les mathématiques. Alors, ça a l'air bizarre de m'entendre dire cela, parce qu'aujourd'hui, c'est passé pratiquement dans les mœurs, mais à l'époque, c'était oser de traiter les mathématiques, cette matière sérieuse, par l'humour, par le jeu. Et, résultat, ça a marché du feu de Dieu. Les collégiens se sont précipités pour une fois qu'il y avait des exercices de maths intéressants à faire, et ça a très bien marché.
Alors, Roland Oskian, donc le PDG de Cocktail Vision, s'est dit il y a la place là pour un concept fort. On va s'atteler à la tâche, on va se mettre autour d'une table avec un ergonome, avec des pédagogues, un pour le primaire, un pour le secondaire, et on va réfléchir à un concept. Voilà. Et c'est là que ADI est né. ADI veut dire accompagnement didacticiel intelligent. Pourquoi accompagnement? Parce que Cocktail Vision avait essayé de faire admettre ces jeux éducatifs à l'éducation nationale, avoir un label reconnu d'intérêt pédagogique, quelque chose comme ça, mais pas de reconnaissance. Donc il y a eu beaucoup de méfiance. Donc on s'est dit, bon, on ne va pas attaquer ce créneau, ce marché, on va plutôt s'adresser directement au grand public en fournissant des logiciels d'accompagnement hors de l'école et d'entraînement. C'est-à-dire que c'était vendu comme ça, c'est-à-dire que ça permettait de réviser, de se remettre à niveau. Comme ça, on n'empiétait pas sur les plates-bandes de l'éducation nationale. Et ça a été... alors, on voulait tout bien faire. Aussi bien la structure pédagogique, bien entendu, que le design du personnage virtuel, finalement, qui allait créer le lien affectif avec l'enfant. Ça, c'était la grande nouveauté. On voulait aussi réussir l'ergonomie. Alors, je me souviens, tous les mardis soirs, l'ergonome venait avec ses étudiants et il venait tester les jeux et pour vérifier qu'il n'y avait pas trop de clics, que tout était facile, intuitif, l'interface. On a choisi le packaging et puis aussi, on a intéressé toute l'Europe. C'est-à-dire que tous nos éducatifs étaient traduits en anglais, en espagnol et en allemand. Donc, on a fait un one-shot, on a tout arrosé, et ça a été un magnifique succès français qui s'est très, très bien exporté un peu partout. Et Adi a donné naissance à Adibou. Donc, Adi suivait les programmes scolaires de français, maths, du CE1 à la 3e, et Adibou, c'était pour les CP et maternelles. Voilà, ça a marché encore mieux, Adibou, parce que toujours ce petit personnage virtuel qui établissait un lien affectif avec l'enfant, très bavard, et avec des règles d'intelligence artificielle, on peut dire ça entre guillemets, mais très bien faites, à tel point qu'il avait tout un registre de dialogue, il s'adressait à l'enfant directement. L'enfant avait vraiment l'impression d'avoir un ami dans l'ordinateur. Et le côté aussi extraterrestre de Adi, on était sans doute influencé par Star Wars à l'époque, nous permettait à l'enfant, à l'apprenant, de se distancier par rapport à ce personnage. Personnage qui n'était jamais censeur, toujours encourageant, toujours un mot agréable. Bon, tu n'as pas réussi cet exercice, c'est pas grave, on va aller jouer. Oui, parce que dans le même produit, il y avait à la fois les exercices et des jeux qui étaient libérés en fonction du score atteint par l'exercice. Donc ça, c'était la grande nouveauté, c'est-à-dire que le jeu n'était plus considéré comme un passe-temps, mais vraiment comme le cœur de l'apprentissage, finalement. Alors ça a marché, évidemment, comme je vous le disais. Alors pourquoi ça marche? On se rend compte que, enfin, ce sont les éthologues qui le disent, ceux qui observent les animaux, que le jeu, c'est un outil formidable pour apprendre, pour regarder les lionceaux, les petits tigres, ou plus près de nous, les chatons, les chiots. Ils jouent au début de leur vie. Et c'est comme ça qu'ils apprennent, en fait, la vie et la survie même. Et les éthologues disent que si la sélection naturelle a retenu ce type de comportement des animaux, c'est que c'est essentiel pour la survie de l'espèce. Et nous, mammifères, nous n'échappons pas à la chose. Nous apprenons par le jeu. Le jeu, c'est vraiment le moyen le plus facile, le plus utile d'apprendre. D'ailleurs, les simulateurs pour certains métiers comme des métiers de la santé ou des pilotes, ça marche très bien. Par contre, il y a une réticence envers le jeu et l'apprentissage, parce que d'ailleurs, les vocables jeu éducatif, éducatif ludique montrent bien qu'il y a une gêne à associer l'un et l'autre. On parle d'edutainment, c'est-à-dire la contraction entre education et entertainment, divertissement. Éducatif, divertissant, mais le pire, c'est l'oxymore jeu sérieux, serious game. Comme si, bon, on veut bien jouer, mais sérieusement quand même. Bon. Voilà pour la partie, je contrôle le chronomètre.
C'est bon. Voilà pour la partie pédagogique. Dans le même temps, Cocktail Vision faisait aussi une gamme de jeux moins éducatifs, on va dire, plus culturels. Ils avaient commencé une gamme d'histoires du Moyen-Âge qui s'appelait Au nom de l'Hermine. Et pareil, j'ai proposé au PDG un titre qui parlerait de mon histoire à moi, l'histoire des Antilles. Parce que c'est une histoire, à l'époque, ça fait 30 ans, mal connue, pas connue du tout même. Et j'avais envie de faire savoir ce que j'avais appris, non pas à l'école, parce que à l'époque où j'étais scolarisée, les Antilles avaient le même programme que l'Académie de Bordeaux. Donc j'ai appris les mêmes choses qu'un petit Bordelais, c'est-à-dire, par exemple, les saisons, le sapin, le chêne, le roseau, le loup, le renard, la belette, le roux, le renois, la beurette, comme on dit dans les quartiers. Et je savais tous les rois de France et tout, mais je ne savais rien de ma propre histoire et de mon propre environnement. Ça, je l'ai découvert quand j'ai fait ma petite révolution culturelle vers l'âge de 15 ans. J'ai découvert ça dans les encyclopédies parce que je me suis intéressée à l'histoire des Antilles. Et j'étais aussi certainement influencée par Patrick Chamoiseau, qui est un ami de cet âge-là, d'adolescence, qui m'a initiée, on va dire, à l'identité créole. Il avait été nourri, on va dire, des écrits d'Aimé Césaire, qui lui parlait de la négritude, et d'Édouard Glissant, qui parlait de l'antillanité, et il a travaillé sur ce qu'il a appelé la créolité. Alors, qu'est-ce que c'est que la créolité? En fait, c'est quelque chose d'imprévisible qui a surgi des colonies au moment où les planteurs, colons, ont fait venir cette main-d'œuvre d'Afrique pour faire travailler dans les champs de canne. Dans les îles inutiles, parce qu'elles ne produisaient pas d'or. Il y avait de l'or du côté du Mexique, etc., et les conquistadors d'ailleurs ont pillé cet or, mais dans les îles des Antilles, plus au sud, il n'y avait rien. On les appelait îles inutiles. Donc, il a bien fallu trouver un débouché pour ces îles qui étaient disputées par les puissances coloniales de l'époque, les Français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, les Hollandais, à tel point que plusieurs îles ont été à tour anglaises, puis françaises, et ont connu des destins un peu similaires, mais avec donc des batailles homériques. Enfin, les populations originales ont été toutes pratiquement décimées. Il en reste une réserve dans une île qui s'appelle la Dominique. Et donc, il a bien fallu faire venir de la main-d'œuvre pour pouvoir travailler les champs de canne. Parce que le sucre était une denrée rare à l'époque, le sucre de canne. Et il n'y avait personne pour travailler sur ces plantations. Donc, on a fait venir des esclaves. Ça s'appelle la traite. Et pendant 3-4 siècles, donc, ces travailleurs ont été déportés, je pense qu'on peut utiliser ce terme, et acculturés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de parler leur langue. D'ailleurs, on ne mélangeait pas les ethnies pour qu'il n'y ait pas de complicité entre eux. Et il fallait adopter la langue du maître. Donc, il était interdit de pratiquer ses propres coutumes, ses danses et sa religion. Voilà. Et de cette confrontation est né ce qui n'avait pas été prévu, le métissage. Parce qu'à l'époque, on pensait que les Blancs et les Noirs, c'était deux races différentes et qu'il n'y avait pas interpénétration. Eh bien si, il y a eu métissage. Et du métissage est sorti, c'est pas très joli de dire comme ça, une population qu'on a appelée gens de couleur libre. Et cette population n'était plus soumise à l'esclavage puisqu'ils n'étaient pas des Noirs. Donc, ils ont eu tout de suite accès à ce que les Blancs aussi avaient, l'éducation, ils ont pu accéder à d'autres métiers. Et certaines personnes célèbres, comme Alexandre Dumas, fils, est un est un fils d'esclave. Pouchkine aussi, d'ailleurs. Enfin, plein de personnes comme ça. On l'a découvert par la suite, parce qu'il y avait le préjugé de couleur, que plus on avait du sang noir, et plus on était censé être la race inférieure. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que
on retrouve tout ça dans Mes Willows, qui était donc mon premier jeu, et qui était pour moi un prétexte d'écrire la société créole avec toutes ces strates, donc les anciens colons, les gens de couleur libre, qu'on appelle les mulâtres, et puis les nègres sortis de l'esclavage très récemment, parce que j'ai situé le jeu en 1900, juste avant l'éruption de la montagne Pelée. Donc très peu de temps, une cinquantaine d'années seulement, après l'abolition de l'esclavage, qui pour les Français était en 1848. Donc on retrouve ça dans Mes Willows, et avec le charme poétique de Patrick Chamoiseau qui a écrit les dialogues. Voilà. Mais on ne pouvait pas parler de société créole sans parler d'esclavage, et il y a eu Freedom. Donc Freedom, on s'est mis du point de vue de l'esclave qui doit s'échapper d'une plantation en une nuit. Alors il faut savoir que la société de plantation était très hiérarchisée, avec la maison du maître. Déjà, sur le plan spatial, c'était disposé d'une façon très précise. Il y avait des commandeurs, des économes, etc., plusieurs postes hiérarchiques, tout étant fait pour contenir la main-d'œuvre et empêcher qu'elle s'enfuit. Et nous, on a voulu montrer les marrons, c'est-à-dire les fuyards, parce qu'il y en avait qui risquaient, au péril de leur vie, qui se battaient pour leur liberté. Et bien sûr, s'ils étaient rattrapés, alors les châtiments les plus horribles les attendaient, y compris des chiens qui étaient lancés à leur trousse. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Tarantino, Django Unchained. Il y a une scène d'ailleurs où un noir fuyard est dévoré par des chiens du maître. Donc ce ne sont pas des histoires inventées, ça a vraiment existé. Ben voilà, il y a eu Freedom, et puis après, il y a eu Lost in Time. Alors Lost in Time, c'est un scénario de science-fiction où une jeune femme comme moi reçoit en héritage un manoir breton et est amenée à remonter dans son passé, et elle découvre que son ancêtre, son arrière-arrière-grand-père, dont la vie est menacée. Voilà, alors une petite anecdote. C'était l'époque où on tournait en images réelles dans les décors dessinés. Et donc, comme je n'avais pas d'acteur sous la main, tous mes collègues y sont passés et ils ont tous joué un rôle. Et le rôle de l'esclave était assuré par un de nos manutentionnaires. Alors, une fois, il a ouvert une porte et il a trouvé qu'on tournait cette scène. Et il s'est dit, mais s'il y a un inspecteur de travail qui passe et qui voit ce noir en tenue à demi nu, enchaîné, avec l'air malheureux sur le sol, qu'est-ce qu'il va penser Voilà. Donc voilà, bon, il y a plein d'épisodes comme ça. Oui, alors, très récemment, j'ai eu un contact d'une historienne américaine qui a été très étonnée de découvrir ce produit, comme il a été remis au goût du jour en tant qu'abandonware. On le trouve désormais gratuitement en ligne. Et elle m'a contactée pour me demander comment ça se fait qu'un produit comme ça existe et qu'on puisse gamifier un thème aussi douloureux que l'esclavage. Elle m'a dit qu'aux États-Unis, par exemple, ça ne passerait pas, parce qu'on ne plaisante pas avec ça. Mais en France aussi, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, La Casse Départ. Le sujet a été traité avec humour par Angie Joll et oui, tout à fait. Et il y a une levée de bouclier. Ben non, on ne peut pas plaisanter avec ça. Voilà, donc les deux aspects de mon parcours, le pédagogique et le culturel. Alors, si vous avez des questions, je crois qu'il faut qu'on garde un petit peu de temps pour ça. Il reste 10 minutes ? Mais avec les questions, donc c'est comme tu veux. Bon, bien si vous avez des questions. Oui ? Merci, c'était très intéressant. Alors moi, je suis particulièrement touchée parce que je suis aussi de la Martinique, enfin mon papa est de la Martinique. Je suis aussi une jeune femme qui a étudié dans des secteurs très très masculins, donc on se retrouvait deux par classe. Donc il y a beaucoup de choses où je me retrouve, avec bien sûr un peu moins avancé en âge, mais
mais c'est similaire et tout ce que vous avez pu citer, bah, je connais. Donc, par contre, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce produit. Et c'est très étonnant parce que de mon côté, j'ai quand même participé à des associations autour du thème de l'esclavage, comprendre l'histoire, etc. Enfin, je me suis aussi intéressée, mais je suis jamais tombée sur ce produit. Et je suis aussi dans l'industrie du jeu vidéo depuis un petit moment. Je vis en France, j'ai vécu aussi en Angleterre, mais j'ai jamais vraiment perçu ça. Et je ne sais pas de quelle manière vous l'avez commercialisé ou communiqué autour de ça. Parce que j'ai absolument jamais entendu. Et je suis pourtant une cible qui aurait pu être touchée voilà, par ce produit. Ben, ça s'explique, c'est peut-être que vous n'étiez pas né. Il y a 30 ans, effectivement. Mais ce regain d'intérêt qui est en train de bouillonner, parce que je reçois plein d'interviews de personnes ou de gens qui s'intéressent à ça, me donne envie de faire un remake. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que j'étais au seuil de ma 4e vie professionnelle. Après un détour par la réalité virtuelle dans l'urbanisme, j'ai envie de revenir à la création. Et je vais relancer mes anciens titres en commençant par mes Willow. Alors, la problématique est importante. Comment marketer ce type de produit? Faut-il faire du self-publishing, comme en parlait Thomas Bidot dans son intervention hier, ou faut-il confier ça à un éditeur au risque de devoir modifier certaines choses, parce qu'il y a plein de choses qui sont politiquement incorrectes dans Modulo et dans Freedom. Donc voilà, je suis en pleine interrogation, en pleine création. Et je recherche d'ailleurs un directeur de création, un directeur artistique qui puisse... Le marketing me sera utile aussi, parce qu'il faut effectivement trouver le bon positionnement pour que le public puisse accueillir. Il ne s'agit pas de se lamenter, ou au contraire, je pense qu'on peut dépasser ça et oui, gamifier ce type de... Ça fait partie de notre histoire, de l'histoire de France, et il faut regarder les choses en face, comme l'a fait la loi Taubira est passée entre-temps, qui reconnaît l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité, et au point qu'il y a un jour en France maintenant, le 10 mai, qui est réservé à la commémoration de ces événements. Donc, je pense que ça fait partie de l'histoire, c'est une page d'histoire dont on peut parler et qui explique beaucoup de choses, beaucoup de traumatismes dans la société créole et peut-être beaucoup d'attitudes aussi. Je suis désolée, pardon, mais vraiment, j'en ai jamais entendu parler et ça me bouleverse en fait. Mais est-ce que des médias télévisés en ont parlé à l'époque? Est-ce que c'est passé dans des magazines grand public? Parce que là, je suis vraiment, voilà, je suis très perturbée. Oui, les médias en ont parlé. On a eu des reportages dans Tilt notamment. J'ai même été invitée à la télévision allemande comme guest star et pour parler de ça, parce que le jeu a été traduit dans les langues principales européennes. En France, oui, oui. Et en France aussi. D'abord en France, et en Allemagne, en Espagne et en Angleterre. Voilà. Donc il suffit que vous tapiez Mewillow sur Google, tapez Mewillow, tapez Freedom, vous verrez toute la littérature qu'il y a autour de ça. Bonjour. Du coup, moi je suis David Elaé, je suis un créateur de jeux vidéo. Moi je dois dire mon émotion parce que moi aussi je viens d'une colonie qui est l'île Maurice. Et donc, bon, évidemment, ça résonne vachement. Du coup, par rapport à toutes ces questions, en tout cas, moi, c'est des sujets qui m'intéressent et je pense que si tu commences à te lancer dans cette logique de remake, je pense que tu trouveras des échos et en tout cas, moi je suis carrément prêt à en discuter avec toi si tu as envie. Et je pense qu'on pourra trouver des échos chez des gens comme Arte ou des gens qui peuvent s'intéresser à ce genre de questions. Et je pense que ça va être plus une histoire de trouver les bonnes personnes et il n'y aura aucun souci, à mon avis. Et voilà. Le seul truc que je dirais, c'est peut-être essayer aussi de voir si tu veux pas créer des nouvelles choses qui se passent après et qui permettrait en même temps de relancer ces anciennes IP et aussi de donner de la perspective. Parce que juste faire des remakes, il y en a eu pas mal et ces dernières années et ça pose des problématiques de bien refaire, des choses comme ça. Et donc, en tout cas, je
je te transmets toute mon admiration. Voilà. Dernière question. Merci pour la conférence, c'était super et je me suis aussi reconnue en tant que femme qui a fait des études d'ingénieur. Mais ça se passe bien, les garçons, ça se passe bien. J'aimerais bien savoir quel regard vous portez, si vous avez le temps de regarder aujourd'hui des jeux à message, des jeux à enjeu, quel regard vous portez dessus, est-ce qu'il y a des expériences qui vous ont plu, si vous avez eu le temps d'en tester, bien sûr. Non, j'avoue que je suis complètement vierge de ce côté-là. Donc, je n'ai pas regardé depuis des années ce qui se fait sur la scène vidéoludique, on va dire. Et je sais qu'il y a une demande, enfin qu'il y a une résurgence du point and click et aussi une demande de scénario. Donc, voilà, j'ai tout à rechercher, à retrouver, surtout. Il n'y a plus de temps. Merci à vous.